Est-ce que tu t'es servi de l'analyse technique dès le début de ta carrière? Parce que tu as commencé... Non. Ah, okay. Sur l'analyse technique, oui, je pensais que c'était de la bêtise. La grosse bêtise. Et j'étais comme tout le monde. Mais tout le monde. Mais même n'importe quel analyste. Bam. Mais je t'attends au duel de trading. On va y réfléchir. Écoute... Il faut 50 000 euros. Ouais. Il faut 50 000. Certains ne sont pas adaptés au trading d'action. Moi, j'essaye d'avoir le trader complet. Le trader complet, il doit pouvoir faire n'importe quoi. Pratiquement n'importe quoi. Le point intéressant, c'est que quand tu arrives la première fois sur le pit, tu n'entends rien. C'est un brouhaha terrible, tu vois rien, t'entends rien. C'est comme partout, quoi, une habitude, il faut que Et après, t'entends, au fur et à mesure, ça vient, et tu peux passer les ordres de manière cohérente. Mais au début, t'entends rien. Patience et sérénité. Ouais, patience et sérénité. Et donc, tout ça, ça se décline de différentes manières. C'est-à-dire que, alors, des choses qu'on dit souvent, c'est intervenir avec de l'argent, dont on n'a pas besoin. Dont on n'a pas vraiment besoin, parce que ça va rajouter du stress. Ouais. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode des Insiders. Aujourd'hui, on va vous présenter en compagnie de Makram. Je suis très content de l'avoir sur le plateau qui va animer avec moi parce qu'on a un invité de marque aujourd'hui qui est connu pour certaines choses et en fait qui a beaucoup plus de choses à nous raconter, à nous expliquer. On va lui poser plein de questions et il va nous donner plein de réponses, en tout cas je l'espère. Et donc on a l'honneur de recevoir aujourd'hui André Malpel. Bonjour à André. tous, bonjour, merci de me recevoir. L'honneur est surtout pour moi, ça me fait plaisir. Il ne faut pas trop monter les gens. Lumière céleste. Ou alors tu m'appelles Lumière céleste tout de suite. On va rester sur André, voilà. Mais tu vas nous apporter de la lumière céleste pendant l'interview. Je vais essayer et pas dire trop de bêtises. Voilà. J'ai eu la chance de déjeuner avec toi un jour et puis j'ai commencé à discuter un peu. On a parlé bourse et on a parlé bourse. On est remonté un peu dans le passé et tu m'as expliqué un peu tout ce que tu faisais. Et c'est vrai que là, les insiders, donc l'idée de la chaîne, c'est de parler de finances avec des professionnels et des particuliers et d'essayer d'apporter un petit peu de clairvoyance, d'information et puis aussi quelques petites histoires. Voilà, donc on va essayer de chercher un peu dans le passé et de voir un petit peu comment ça se passe. Donc alors, André, pour te présenter, la partie que moi je connais, c'est déjà tu es le créateur, fondateur des 2 salons importants sur l'analyse technique et le trading en France. En réalité, 3 salons, puisqu'à un moment donné, en juin 2012, j'avais créé un 3e salon qui s'appelait le Friday Forex. Pour faire concurrence à un autre salon qui était en train de se monter à la Défense. Tu dois te souvenir peut-être un peu. Ça me parle un peu, ouais. D'accord. Et on l'a arrêté celui-là aussi parce que le Forex était est devenu moins à la mode pour l'instant, un peu remplacé par les cryptos. C'est vrai que le Forex, à une époque, c'était une grosse mode et qu'elle a un peu disparu, remplacée par les cryptos, par Nvidia, par des grosses actions, les 7 merveilleuses, etc. C'est vrai que la mode change, en fait, finalement, dans l'investissement. C'est ça, les CFD, le futur, bon, ça rattrape un petit peu. Donc, mais ça existait déjà à l'époque, les CFD existaient déjà en même temps que le Forex, à peu près, un petit peu après. 2007. Ouais, c'est arrivé en novembre 2007, quand Euronext a perdu son monopole. Ouais. Je me souviens de cette date exacte. Et donc là, les salons, tu fais également autre chose qui est moins connu des gens, du particulier, puisque c'est plus pour des professionnels. En fait, tu donnes des conseils sur les futurs. Donc toi, tu analyses en tout cas, tu traites aussi, mais tu analyses plutôt les futurs, c'est ça, hein? Alors, dans l'ordre de mes revenus, et en espérant que l'administration fiscale ne regarde pas trop, l'émission, les salons, ça rapporte rien. C'est plus pour le plaisir, bon. Et les gens connaissent beaucoup ça. Ça fait beaucoup de monde, c'est des paquebots, c'est des investissements énormes, mais ça rapporte rien. Donc c'est pour ça qu'on a très peu de concurrents d'ailleurs. Tous les concurrents qu'on a eus, ils sont tous morts, plus ou moins. Les actionnariats, les formes d'investissement, tout ça, ils sont arrêtés parce que ça ne marche pas. Le deuxième élément, on me connaît aussi beaucoup pour, alors que ce n'est pas forcément mon activité la plus importante, c'est professeur à Dauphine. À Paris-Dauphine. À Paris-Dauphine, Paris 9, place Dauphine. Donc je suis en L3, 3e année économie appliquée, en licence. Ouais. Donc, ils sont plus tout jeunes, hein. Ils ont 22, 23 ans.
à peu près, ouais, à peu près ça. Et ça, sur l'analyse technique. Analyse technique, d'accord. Donc c'est Euh, quoi? C'est c'est c'est- des cours d'amphi. et ils apprennent une stratégie particulière ou tu fais de A à Z, c'est-à-dire toutes les stratégies techniques C'est sur... moi qui ai choisi mon programme. Évidemment, ben, j'essaye de survoler un petit. Ça va très vite, hein, même. Je dois avoir un peu moins de 30 heures de cours. Mais ça va très vite, par lot de séries de 1 heure et demie à chaque fois. Et j'ai mon amphi. Je tiens à mon amphi à Dauphine, j'insiste, c'est celui-là, c'est mon amphi. Je veux qu'il y ait mon nom dessus presque. Ouais. Et là, je suis habitué. Voilà. Des exercices, des questions orales, des QCM, un partiel à mi-parcours et comment ça s'appelle, un examen final de 2 heures où ils doivent, comment ça s'appelle, étudier des valeurs. Alors, pour chaque valeur, ils ont 3 valeurs. Pour chaque valeur, ils ont 4 graphiques, pardon, Ouais. Quatre- mensuels, hebdomadaires, quotidiens et intraday. Alors, intraday, ça peut être hourly ou 4 heures, bon, etc. Sur le même graphique. Donc, ça peut être, par exemple, Nvidia, Ouais. ça peut être Facebook, bon, au hasard. D'ailleurs, je ne m'emmerde pas à chercher un truc qui soit très analysable. Je prends un truc qui est plus à la mode, à la limite. Alors, Facebook, ils l'ont eu souvent. On parle souvent. Est-ce que tu leur demandes, à l'issue de cette étude des 4 graphiques, leur décision, tu fais un Oui. consensus Alors, et ils ont les 4 graphiques. Ils ont une grande partie des points sur le renseignement des graphiques. Donc, les lignes de tendance, les supports, etc. Il ne faut pas tracer les lignes de tendance n'importe comment. Donc, par exemple, moi, je vois souvent sur Internet des gens, et ce sont des amis, donc je suis un peu ennuyé, qui écrivent un peu n'importe quoi. Alors, on peut faire ce qu'on veut, on peut tracer comme on veut, mais le problème, c'est que si on veut rester académique, si on est dans une salle de trading et qu'il y a quelqu'un qui dit la ligne de tendance est comment de l'autre côté de la salle et que vous êtes obligé de crier ah bah elle est haussière, ça veut dire que c'est d'abord la tendance support. Et la tendance support, elle n'est pas coupée par plusieurs points. Elle est pas coupée. Donc ou alors, si on trace, bon, si c'est pour donner la direction, on sait que c'est haussier. Il n'y a pas besoin de tracer de ligne de tendance. Bon, etc., etc. Pareil sur les figures chartistes. Je vois des triangles de retournement. Mais ça n'existe pas, des triangles de retournement. Et même des grands auteurs américains ont dit ça. C'est pas vrai. C'est autre chose. C'est peut-être une tête-épaule qu'on se retourne. On peut appeler... Il y a plusieurs figures chartistes qu'on peut appeler différemment de différentes manières. Donc là, ils ont 3 valeurs. Ouais. 4 graphiques. Tac, 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 tac. Ils doivent les renseigner, enfin sur 2 pages. Et en bas des 4e, ils ont l'analyse. Mais l'analyse, ça rapporte pas beaucoup de points. Première série de points, c'est... alors, ça dépend si je compte sur une valeur ou si je compte sur toutes les valeurs. Enfin, sur une valeur, 8 et 8, 16 et 4, voilà, c'est ça. 8, l'analyse des graphiques. Donc, tracer les lignes de tendance correctement, pas faire n'importe quoi. Les supports, les résistances. Là aussi, les supports et résistances. Combien de fois on voit certains analystes qui mettent des filets à papillons. Ce que j'appelle le filet à papillon. C'est-à-dire, il y a partout. Ah bah, j'avais le support. Regarde. Ben, ça ne sert à rien. Tu en as mis partout. Il y en a beaucoup. T'en as partout. Il faut que le support soit valable. Donc, il y a une manière de le tracer. Et il y a des choses que j'explique depuis les premiers temps du salon, depuis l'an 2000. Alors avant, ma plaisanterie habituelle, avant, c'était « t'étais pas né ». Alors toi, oui, mais Moi, j'étais né, ouais. ceux mes étudiants, ils sont pas nés. Non, à l'époque, ils étaient pas nés. C'est incroyable, oui, effectivement. Donc il y a plus de 20 ans, plus de 24 ans maintenant, c'était en 2000. Et donc, comment ça s'appelle ? Il y avait des éléments pour tracer les lignes de tendance. Une ligne de tendance, ça se trace pas n'importe comment. Tu regardes dans quasiment tous les manuels, je m'avance un petit peu, peut-être ça a changé, peut-être j'ai pas tout lu, je lis beaucoup de choses, mais tous ne disent pas précisément comment on trace une ligne de tendance. Alors, est-ce que tu as un secret à nous donner? Oui, Ah, mais pas complètement. d'accord. Un peu de teasing, un peu de teasing. Non, si je peux te le dire, c'est que, par exemple, simplement, qu'est-ce qu'un creux ? Donc on dit, par exemple, une ligne de tendance, qu'est-ce qu'on repère ? On repère les creux de plus en plus haut. Alors, ça dépend dans quel sens on parle. Donc, des creux, la tendance est haussière, des creux de plus en plus haut, et on rejoint ces creux. Et la plupart du temps, n'importe quel théoricien, professeur, animateur, il va dire, voilà, vous trouvez les creux, ça. Mais quoi, les creux ? Quel creux ? C'est quoi un creux ? Donc, il faut définir ce que c'est qu'un creux. Facile. Alors c'est pas de moi, ça. Ouais. C'est de
j'ai perdu son nom, mais qui a écrit des séquentiales, j'ai pas le nom. Bon, ça me revient pas. Et aux États-Unis, qui est pas très DiMark. Tom DiMark. D'accord. Et Tom DiMark, il a expliqué, effectivement, les creux, c'est un point bas. Alors souvent, d'autres appellent ça des points pivots. Pas les points pivots qu'on connaît avec Oui, le pas les calcul. classiques. Non. Ouais. Appelle des fractales aussi, on appelle ça certains. Bon, c'est un creux, c'est simple, c'est un point bas. Alors, si on fait des bar charts ou des chandeliers ou ce qu'on veut, bon, c'est un point bas. Donc, c'est traduire graphiquement ou matériellement dans sa tête pour que les gens ils puissent savoir ce que c'est un creux. Un creux, donc ça va faire ça, bah, c'est la barre ici est entourée d'un point bas, d'une autre barre et d'un point bas après de la barre suivante qui sont plus hauts que celui-là. Ça, c'est un creux. Celui-là, on peut le prendre en compte. Alors, on va me dire, bah oui, c'est évident. Oui, c'est évident, bien sûr. Surtout en le disant. Surtout après l'avoir dit. Quand vous ne le dites pas, c'est quoi un creux Alors, pareil dans l'autre sens pour les pics, etc., pour les sommets. Mais, et ensuite, la ligne de tendance, on ne la trace pas comme souvent je vois dans le sens du mouvement. On prend le dernier creux après le dernier sommet, donc ou avant le dernier sommet. Donc vous avez le marché qui monte, se fait un sommet. Le creux ici, c'est celui-là qu'il faut prendre et on trace avec le creux précédent. Après, on peut un peu obliquer, pontifier plus ou moins à la droite. Là, il peut y avoir des différents cas particuliers. Normalement, et là, vous avez une droite qui est plus solide. L'objectif étant que la ligne de tendance, elle sert à quoi ? Ben, elle va servir que quand on va venir la tester, est-ce qu'on la casse ? Est-ce qu'on la casse pas ? Est-ce que je rachète ? Est-ce que je rebondis ? Bon, et comment ? Alors, je vous ai dit que la moitié, parce que ça, la ligne de tendance est moins fragile quand elle est tracée. Donc, elle est tracée non pas de gauche vers la droite, mais de droite vers la gauche en prenant le dernier creux et en le ramenant ici. Et votre ligne de tendance, elle va avoir un certain poids, un certain intérêt. Elle n'est pas très fragile. Et c'est en ça qu'elle peut être utilisée. Et ensuite, la manière dont on la casse va permettre de valider plus ou moins cette rupture ou pas, et de jouer éventuellement un rebond, une reprise, etc. Parce qu'on va vous dire, bah, ça casse, il faut attendre tant de pourcents. Mais quoi, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est pas clair. Il faut attendre la clôture. Alors, il y a des choses qui sont pas fausses, mais c'est la manière dont ça casse, la manière de ce qui s'est produit avant. Il y a trois manières. Enfin, moi, j'ai identifié 3 manières qui permettent, mais ça, il faudra venir à mes séminaires ou venir à Dauphine et expliquer comment ça casse et ça permet de voir ces éléments. Donc, en fait, je reviens sur l'examen. Ils ont leur cadre graphique, il faut qu'ils tracent les lignes de tendance correctement, ils ont les supports et les résistances, ils ont en dessous alors, le volume, évidemment, et ils ont 2 indicateurs, un indicateur borné et un indicateur non borné. Donc souvent un momentum 14 par exemple et un MACD classique qui permet d'avoir donc une vision générale. Parce que s'ils étaient sur ordinateur, ils pourraient gérer, ils pourraient jouer, etc. sur différents fenêtres et voir des différents éléments. Donc là, ils n'ont pas ça, puisque c'est sur un papier. Et ils ont ça. Et donc, je leur dis, vous ne marquez rien sur la feuille verte, là, avec le coin cacheté. Vous ne marquez rien. Vous marquez tout sur le polycopier. Vous renseignez le graphique. Il faut que ça soit propre. Il faut que ça soit lisible. Vous avez les divergences. Si vous loupez une divergence, vous avez 0 sur l'oscillateur. Si vous me dites une divergence qui n'est pas une bonne divergence ou inverse, etc., vous avez 0 sur l'oscillateur. Et vous avez un certain nombre de points. Donc, j'ai une grille tarifaire, non, mais des notes qui me permet de dire, alors toutes les tendances, elles sont bonnes, ça fait tant de points, tous les supports sont bons. Après, alors les chandeliers japonais, les vagues d'Elliott, les figures sur le graphique, il y a les tendances, les supports, résistances, le volume, les figures chartistes, les chandeliers japonais. S'il y a un chandelier japonais caractéristique et qu'il ne le voit pas, par exemple un doji ou un doji star ou un evening star, etc. C'est pas bon, vous l'avez loupé. Et il était au milieu. Alors, il faut pas. Et pareil, souvent, ils me mettent des trucs, parce que vous prenez le graphique mensuel, ils me mettent des trucs il y a 2 ans, 3 ans. Je dis, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Pardon, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Il faut couper. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Si ça a un intérêt pour ce qu'on vit actuellement, oui. Donc, une ligne de tendance, oui. Mais rarement, c'est plutôt le 3e tiers du graphique qui est analysable. Donc, voilà, les petites erreurs classiques. Et donc, ça, par contre, il faut les corriger.
Je vais te dire que c'est le plus difficile, c'est ça. C'est C'est pas, 140. c'est pas de faire l'analyse, c'est de les corriger après. C'est toutes les mêmes bêtises, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est le même. Bon, moi, j'ai un truc quand même, c'est que je prends les copies, puis je les jette dans l'escalier. La première qui arrive, la plus lourde, elle a 19, 18, 17, 16, 15. C'est Comme plus ça, c'est efficace. facile. Voilà. C'est plus simple, etc. Est-ce- Ah ah. Est-ce que tu en sors de ça un consensus qui te permet d'acheter ou de vendre? Alors, Tu t'en sers pas, je tu sais, sers pas de non, leurs je m'en résultats sers pas, pour je m'en prendre sers pas de leurs ton résultats, truc. mais par Ouais. contre, c'est dans l'actualité, donc ça, je pourrais le regarder. C'est pas tellement, je te dis, la première partie, les 8 points, alors sur 20, si tu prends une seule valeur, c'est 8 points, là, c'est l'analyse des les renseignements du graphique. 8 points encore, c'est de voir les choses caractéristiques, donc tu peux tracer les mais voir là, ça a cassé, là, ça a analysé, etc. Et 4 points, c'est la conclusion. Pourquoi ? Parce que la conclusion, c'est pas très important. La conclusion, l'analyse technique, il y a une grande part de chance également. On essaye de limiter, de réduire les probabilités, mais on n'y arrive pas. Personne ne peut sérieusement prétendre prévoir l'avenir. C'est pas vrai. Ouais, c'est Alors, sûr. bon, j'en ai eu qui m'ont dit si, monsieur Malpel, si. Je dis non, ça n'a. Alors, c'est vrai que quand on dit quelque chose, ça peut avoir un impact. Il y a une boucle comme du Larsen qui fait que ça revient dans le marché. Donc, il peut y avoir un intérêt. Mais, et donc, on pourra parler, par exemple, sur la contrary opinion, etc. plus tard. Mais, normalement, ça n'a pas d'influence. Donc, je leur dis, bon, après, si c'est bien étayé, si c'est bien argumenté, etc., après, il faut voir, il faut qu'ils me disent, là, j'achète à temps, ou je vends si ça casse tel niveau. Par exemple, parce qu'on peut arriver à un moment, il n'y a pas de signaux. Il n'y a pas de signaux, donc qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, on dit, si ça casse, je vais vendre, mon stop loss, mon point d'invalidation est à tel niveau et mon objectif est à tel niveau. Je vois si c'est valable. C'est des gens qui, pour certains, n'ont jamais vu d'analyse technique. Les 3/4, le premier heure de cours chaque année, je leur dis qui connaît l'analyse technique. Alors, débutant, faux débutant, confirmé, expert. Expert, j'en ai quasiment jamais. Quasiment jamais, ça m'arrive quand même. Quasiment jamais. Des confirmés, très, 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 très peu, 3/4. Et puis, la grosse masse, c'est débutant ou faux débutant. Débutants même, c'est les 3/4, c'est débutants. Du coup, ils viennent apprendre. Ils viennent apprendre. Ça tombe Alors, bien. mais alors, pourquoi vous faites analyse technique ? Là, pour le coup, ça tombe bien. Et pourquoi vous avez choisi cette valeur, cette matière-là ? Ils me disent, on n'a pas choisi, monsieur. C'est une obligation. C'est obligatoire. Ah, d'accord, ok. Et après, il y en a qui se passionnent. Il y en a qui se passionnent, que je retrouve plus tard, que je retrouve dans des salles de marché, parce que ça fait quand même un moment. Ça fait depuis 2010 que je fais des cours tous les ans à Dauphine. Donc là, je commence à avoir des gens à droite, à gauche. Ah, monsieur Malpel, je me souviens, c'était sympa et tout ça. Surtout quand vous expliquiez les figures chartistes. Et bon, voilà. Mais est-ce que tu t'es servi de l'analyse technique dès le début de ta carrière ? Parce que tu as commencé... Non. Ah, alors comment tu as commencé ? Non. Et d'ailleurs, je pensais que c'était une bêtise. Ça existait déjà, alors, puisqu'elle existe depuis Charles Doe. On pense que je suis un peu prétentieux. Hein. C'est souvent comme ça qu'on me juge. Je le dis. Grosse tête et tout. Non, c'est faux. Je préfère me moquer de moi. J'ai même tendance à aller plus loin pour me moquer de comment ça s'appelle. Et, alors, donc, je vais dire, tous les points négatifs, tu peux y aller. C'est moi qui l'ai dit avant les autres. Sur l'analyse technique, oui, je pensais que c'était de la bêtise. De la grosse bêtise. Et j'étais comme tout le monde, mais même n'importe quel analyste technique vous dira qu'au début, il n'est pas du tout technique. Alors surtout les Français qui sont très cartésiens, logiques, etc., que ça doit s'enchaîner, pas du tout. Mais c'est quoi ? C'est parce que tout le monde. Mais non, c'est parce que telle valeur, elle fait ci, le PER est pas cher. C'est parce que ils sont sur telle niche, ils ont développé un nouveau contrat, etc. Bien sûr que ça agit, mais ça marche pas. Moi, je te dis, ça marche pas. Je conseille une cinquantaine d'institutionnels parisiens, ils font tous de l'analyse technique, même des fois qui veulent pas le reconnaître. Mais toi, tu fais de l'analyse technique pour eux. Bien sûr, mais voilà. Et eux, ils le font aussi. Ils le font. Moi, je donne des conseils. Donc, j'étais en train de dire justement tout à l'heure, j'ai comment ça s'appelle, la partie salon, voilà. J'ai la partie professeur, j'ai la partie conseil, comment ça s'appelle, stratégique à certains institutionnels. Alors, sur quel sous-jacent ? Alors, sur tous les futurs. Quasiment tous les futurs. Donc, et c'est pour ça que des fois, on me pose des questions. Si j'ai pas le graphique devant les yeux, je suis aveugle. Si tu me dis quel niveau et tout, il faut que je réfléchisse assez longuement. C'est entre celui-là. Et je fais du trading pour compte propre. Et j'ai évolué. J'ai différents portefeuilles, différentes solutions, etc. Et
plus ça va, plus je me mets au scalping. D'accord. Étant donné que je veux gagner les duels de trading du salon du trading, Tout où à je fait. rappelle qu'on a une quinzaine de traders en ligne Chaque qui ont année, ouais. chacun 50 000 vrais euros qu'ils mettent sur la Parce qu'ils table. sont validés par Voilà, une ils sont, lettre de leur courtier. et ils m'envoient les preuves, etc. Ils peuvent choisir le courtier qu'ils veulent, la plateforme qu'ils veulent, la technique qu'ils veulent. Ça a évolué depuis l'époque où on l'a créé en 2007, je pense, les premières fois. D'abord, avant, c'était par élimination, donc ils étaient 16, 8, 4 et 2 en fait. Maintenant, ils sont tous, il y a 3 rounds de 1 heure, c'est ultra rapide. Ouais. Ultra rapide. Normalement, alors, avec les Américains, c'est la dispute avec les Français. Donc, parce que les Français, parce que le premier round de 60 minutes, le matin, il est de 9h30 à 10h30. Oui, c'est ça, le salon ouvre à 9h. Et le premier round, c'est sur les actions. Une valeur, un titre, pas un indice. Donc, n'importe lequel, LVMH, moi je fais LVMH, on ne m'emmerde pas. LVMH, ça bouge, c'est comme la cote, quoi. C'est comme le CAC, c'est pratiquement comme le CAC. T'achètes et tu laisses, quoi. Voilà. Du buy and hold 1 heure. Non. Je fais du scalp. D'accord. Je fais du scalp sans arrêt, etc. D'autres, non. Ça dépend. Donc là, c'est que les actions. Mais les Américains, les traders américains, parce qu'on fait venir des traders américains, des traders italiens, des traders allemands, enfin, on a eu tout. On a tout. Et évidemment, c'est plutôt franco-français. Surtout qu'à l'époque, autrefois, je payais pour qu'ils viennent avec l'avion, etc., le restaurant, l'hôtel, tout. C'est bon, si vous voulez gagner. Alors bon, et donc, on a un peu moins d'étrangers, mais les Américains, quand ils viennent, ils sont mécontents parce qu'ils disent « André, qu'est-ce que tu veux faire à 9h30 ? Moi, les marchés américains, je ne peux pas faire du Facebook, je ne peux pas faire… essaye de faire une valeur qui se traite sur le DAX, parce que le DAX est assez traité par… Mais à cette heure-là, pas tellement. Donc, ils veulent le changer. Ils veulent qu'on intervertisse avec le deuxième round qui est sur les devises, inclus, comment ça s'appelle, l'or. Ouais. La relique barbare, bon, on l'a mis là. Après, on ne fait pas. Enfin, bon, d'accord, on peut discuter. Mais… Et le dernier round, qui était le round en fait que tout le monde faisait à l'époque, et je trouvais que c'était un peu lassant pour les visiteurs, c'est tous les indices. Donc, tout le monde se met à faire alors, c'est de 17h à 18h, c'est ça. Donc, on peut faire du DAX au début, mais après, il faut plutôt liquidité. On peut commencer tout de suite par le SPI, le mini S&P immédiatement. On peut faire du pétrole, il y avait d'autres, on peut faire du VIX, on peut faire ce qu'on veut, du Bund, on peut faire du T-Bonds. Alors, il y en a certains surtout ceux qui sont Kardec, qui veulent un carnet d'ordre lourd, ce qu'on appelle carnet d'ordre lourd. C'est-à-dire que ça ne bouge pas de folie. Le Nasdaq, par exemple, c'est de la folie. Le Nasdaq… au carnet, ça bouge dans tous les sens. Alors, il faut une habitude. Nous, on a un spécialiste du Nasdaq, Macram, lui. Macram, tu fais du Nasdaq. Il est fan du Nasdaq. Par rapport ça. Pourquoi tu es fou du Nasdaq, ça m'intéresse. Par rapport au SPI, qui est beaucoup plus traitable, je dirais, au niveau des figures, au niveau du mouvement. J'ai pas. Alors, et en plus, moi, je ne fais pas sur les futurs. Je fais du scalp sur les CFD. Mais alors, comment je fais ? J'ai une plateforme, j'ai Bookmap, où je regarde le futur S&P et j'interviens sur le CFD. C'est les mêmes mouvements. La plupart du temps, il y a des fois des petites conneries entre comment ça s'appelle, parce que j'ai plusieurs fournisseurs de CFD. Donc il y en a des fois Wanda n'est pas pareil que WH. Je fais beaucoup avec WH. Bon, j'ai deux comptes. J'ai un compte un peu plus, ça va pas leur plaire, coûteux, qui est WH, mais il y a beaucoup de services. Il y a beaucoup de services, il y a beaucoup d'utilités. Et j'ai un autre, je ne dirai pas son nom, qui est low cost. Donc après, j'alterne un petit peu. Mais, et alors, sur le SPI, donc tu te mets à l'ouverture à 15h30, tu peux te mettre un peu avant, etc. Sur le CFD, enfin bon, ça traite aussi, etc. C'est beaucoup plus facile, me semble-t-il, que le Nasdaq. Le mini Nasdaq, oui, Nasdaq, etc., ça va dans tous les sens. Tu as le Bookmap, il part dans tous les sens. Tu n'as pas le temps de… Alors, tu vas me dire, c'est une habitude, c'est une question d'entraînement. Je te laisse répondre. Sinon, si tu me laisses partir, je ne m'arrête plus. Il faut l'arrêter d'abord. Il faut arrêter d'abord André et après le Nasdaq. Voilà.
Alors, pour ma part, en fait, ce que j'aime bien en scalpant le Nasdaq, c'est plutôt la volatilité et la rapidité d'exécution Oui, mais des c'est ça la mouvements. volatilité qui fait que moi, j'aime pas. C'est qu'il y a trop de volatilité. Ouais. Est-ce qu'il n'y en a pas trop? C'est parce qu'il est jeune. Il est jeune et du Non, coup. Attends, ça, il est vif. ça, c'est une vacherie pour moi. Non, pour moi aussi, parce que je fais le SPI. Non, non, le toi, Nasdaq, tu as 10 ans de moins que moi. Mais on reste jeune, André, tous les deux. C'est vrai que alors moi j'ai plus du mal avec le S&P sur le scalping parce que le S&P c'est plutôt un marché qui a quand même un carnet plutôt lourd, peut-être pas comme les bonds mais quand même pour un indice. Et en fait il y a beaucoup de phases d'accumulation avant que le marché décale d'une zone à une autre. Et donc parfois quand on scalpe, alors pour ma façon de scalper où je trade avec des stops très courts, quand je tradais le S&P je suis entre parenthèses maximum je suis à 4 ticks de stop. Sur un Nasdaq, je suis entre 3 et 5 Et points. tu portes combien de temps? Et en fait, Tu sors au bout de combien de temps? c'est vraiment tout dépend au mouvement, mais ouais, si Bien je sûr, reste bien sûr. beaucoup sur le marché, Mais en règle générale. ça dépasse, je suis entre 30 et 50 secondes. Je C'est dépasse ça. pas une minute. Ouais. C'est beaucoup moins, un peu moins qu'une minute. Un peu plus, oui, mais c'est exactement ce qui, moi, me plaît chez le S&P et qui, toi, te déplaît, et parce que c'est moins volatile. Toi, tu dis, bah, c'est pas assez volatile, ça bouge pas assez. Et moi, je trouve c'est trop volatile, ça bouge pas, ça bouge de trop. Et pourtant, le il a Nasdaq, appuyé sur les bonds. Il a appris sur les bonds. ah oui, C'est- alors que les bonds, là non, là, c'est escargot, là, Ouais. on s'endort, là. Après, c'était le seul marché où je pouvais vraiment lire le carnet d'ordre et l'apprendre avant de passer sur le S&P. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à apprendre le carnet d'ordre, j'ai commencé par le S&P. Mais D'accord. Nicolas, il voyait des choses que moi, je ne voyais pas. Et donc là, je me dis, oui, c'est un peu rapide. Donc j'ai commencé par les bonds, après le S&P. Et aujourd'hui, je trade le Nasdaq et je suis... Et là, il voit des Peut-être choses ça que moi, je vois viendra. pas. Ouais, mais ça va Chacun trop- son tour. Bah, ça va. Ouais, moi, je me prends des taux. Si je fais ça, je ne vois pas les trucs. J'ai du mal à réagir. Surtout que moi, j'ai 6. Alors, je ne sais pas, chacun travaille comme il veut. Mais moi, j'ai 6 écrans. Sur mon écran. T'as 6 fois le S&P 500. Voilà. J'ai 6 fenêtres du S&P. J'en ai une 4 heures. Alors, je fais mes devoirs en amont. Mais pour faire du scalp ou du trading court terme, très court terme, je vais avoir ça. C'est-à-dire que j'ai un truc sur 4 heures, et j'ai un truc sur 45 minutes, j'en ai un sur 10 minutes, j'en ai un sur 3 minutes, j'en ai un sur 1 minute, et j'en ai un sur 15 secondes. Là-dessus, je me suis arrangé pour que certaines analyses de certains graphiques n'apparaissent pas sur tous les graphiques. Ils apparaissent que sur celui tout de suite après, pas celui du dessus, mais celui d'après. Donc ça paraît, et ça dépend, les très gros niveaux, alors les supports sur tous, mais par exemple, je regarde beaucoup les vides de liquidité. Donc les vides de liquidité, ça, c'est par exemple les duels de trading qui m'ont amené à regarder ça. On parle beaucoup des gaps qui sont très proches en analyse technique. Oui, très proches. Mais ça m'a fait beaucoup évoluer. Le trading très court terme m'a fait beaucoup évoluer sur les vides de liquidité, les mouvements. Alors, j'ai retrouvé certaines choses qui existaient depuis longtemps, par exemple, et qui reviennent un peu à la mode depuis quelques années, là, mais que j'utilise. Moi, alors, je me suis mis au scalping trading vraiment depuis 10 ans, on va dire, à peu près. Avant, je faisais beaucoup de trucs très long terme ou du swing. C'est-à-dire, je faisais 3-4 positions dans la journée, etc. Maintenant, j'en fais, je ne sais même pas, une cinquantaine dans la journée. Alors, j'entends aussi certains, je ne sais plus qui j'entendais, qui me disaient, oui, moi, j'interviens pendant 2 heures. Et alors j'écoute et il dit, oui, autrefois j'intervenais toute la journée et ça. Non, moi c'est un plaisir. Si je ne peux pas intervenir toute la journée, ça me casse les pieds, etc. Et des fois, je ne fais rien. Mais comme, alors c'est ça que je voulais dire, pourquoi le Nasdaq, c'est que je renseigne plein de trucs sur les cibles graphiques. Alors les graphiques long terme, tu ne renseignes pas beaucoup, mais quand ça bouge sur le 15 secondes et, comment ça s'appelle, et j'interviens sur du 30 secondes sur la plateforme WH, en CFD par exemple, sur la plateforme WH, je touche à rien. C'est sur TradingView que j'ai tout ça. J'ai la plateforme WH pour passer les ordres et donc je fais les vides de liquidité. Et vides de liquidité, ça bouge très 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 vite. J'ai aussi les order blocks, les blocs d'ordre que j'ai améliorés, que j'ai changés sur différents niveaux, qui sont plus des points de contrôle, point of control, si tu veux, mais sur du très court terme, sur du 15 secondes, tu peux les voir. Bon.
On pourrait passer toute une journée là-dessus. Mais ça t'oblige à bouger beaucoup de choses. Donc, quand il ne se passe rien, ça va, tu rajoutes. Je suis tout le temps en train de réajuster. Ah ben là, il a comblé son vide, il est repassé, tac, tac, terminé. Donc, sur 15 secondes, c'est fini. Donc, commencer le long terme, etc. Donc, long terme, sur 10 minutes ou sur 3 minutes, quelle est la tendance, etc. Et donc, ça, sur le Nasdaq, c'est impossible. Enfin, je n'y arrive pas. Impossible, n'est pas français, mais c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'arrive, en tout cas pour le moment, j'y arrive pas. Ça va venir. Attends, il faut que tu viennes avec Makram pour qu'il t'apprenne toutes ces choses. C'est pas ça. Mais... Tu m'as lancé la perche, mais je la relance tout de suite. Bam. Mais je t'attends au duel de trading. On va y réfléchir. Écoute, il faut 50 000 euros. Alors, je me dis, les gens trouvent toujours des solutions. C'est incroyable. Le nombre. Alors, je préfère qu'on me dise non tout de suite. S'il y en a qui me disent oui, et bien après, ils ne sont pas là. Ça, j'aime pas. D'abord, ça me fait une affiche qui est moindre. Je dis, un tel est là. Bon, alors, tout le monde peut avoir des problèmes. Mais quand ça se reproduit régulièrement, et c'est incroyable. Le jour des duels de trading, c'est dans l'année, hein. Il faut que tu le saches, ça. C'est l'endroit où tout le monde va au dentiste, à un baptême, un mariage, est malade, etc. C'est un mauvais jour, ce jour-là. Alors, j'ai beau le déplacer, ça reste ce jour-là, bam, ils ont tous. Donc, je préfère qu'on me dise non. Il y a une compétition. Ce jour-là, il y a une compétition aquaponais qui est très voilà, connue. Exact, oui. Où j'ai des seins, où j'ai... Voilà, ça. Ouais. Donc, il faut 50 000. Certains ne sont pas adaptés au trading d'action. Moi, j'essaye d'avoir le trader complet. Le trader complet, il doit pouvoir faire n'importe quoi, pratiquement n'importe quoi. Il y a un petit choix. Donc, les actions, celles qu'il veut, les devises, celles qu'il veut. Et alors, on a, depuis quelques années, en parallèle, donc non officiel, c'est comme le underground ou au sous-sol, quoi. Non, mais si tu veux, comme le festival de Cannes, c'est un festival non officiel. Oui. Donc, etc. Et les films un peu d'auteur, etc. Et alors, eux, ils ont 2 rounds sur les cryptos. OK. Et eux, c'est plus facile, c'est moins cher, c'est 10 000 €. Enfin, c'est gratuit, l'inscription. Oui, le capital est moins important. Le capital est 10 000 €, et ils traitent le Bitcoin, évidemment. Mais ça permet de revoir un petit peu ce qu'on peut gagner. C'est pour le public, c'est une valeur pédagogique. Il faut que ce soit un spectacle, c'est amusant. Bon, on vient voir ces champions, on les applaudit, etc. D'accord. Ils expliquent un peu leur technique quand ils traitent. Alors, surtout quand ils n'ont rien à faire, ils peuvent traiter, parce que quand tu es en train de faire le truc, tu as le speaker, c'est-à-dire moi, j'ai un superviseur qui m'anime l'ensemble, et j'ai des arbitres. Les arbitres qui notent les perfs, ce qui est fait, etc. Donc, c'est vraiment surveillé. C'est pas comme sur Internet. Là, il n'y a aucune... Je dis pas que tout sur Internet est truqué, je dis pas ça. Mais là, tout le monde le voit. Il y a vraiment d'argent, on voit vraiment s'il intervient, on voit vraiment s'il gagne, s'il perd. D'ailleurs, j'ai tendance à dire que le matin, le premier round, tout le monde a le sourire, et le soir, il n'y en a qu'un. Les autres, ils font la gueule. Il y en a certains qui perdent des fois un petit peu des fortunes. Non, les plus gros pertes, c'était 5 000 € quand même sur la journée. Et les meilleurs gains, c'est 2-3 000 €. C'était Rob Hoffman qui avait gagné ça, etc. Mais Rob Hoffman, il fait beaucoup de comment ça s'appelle, de moyenne à la baisse ou à la hausse, enfin une moyenne. Oui, c'est risqué. Ouais. Moi, je le déconseille, sauf si on a une vraie stratégie. On peut faire des moyennes, mais il faut qu'on ait une vraie stratégie bien établie. Or, le problème, c'est que quand tu commences à mettre le doigt dedans, t'arrêtes plus à t'arrêter. Oui. Oh non, mais je veux baisser encore. Non, mais je vais essayer. Ah, là, je gagne pas. Je vais rebaisser encore. On se l'est tous dit. Tous. Moi, je peux te dire que chaque fois que j'ai moyenné, ça marche une fois, ça marche 2 fois, ça marche 3 fois. T'as l'impression c'est bon, et un jour arrive, bam, et t'exploses ton compte. Ou tu perds la folie. Donc, il faut une très grande discipline si tu décides de faire une stratégie de moyenne. Pyramider, c'est plus facile. Pyramider, tu risques de bousiller ta position parce que tu ne seras pas sorti à temps, etc. Mais normalement, parce que tu gagnes, donc tu rajoutes, enfin la hausse, hein, tu rajoutes. Bon, évidemment, ton point mort, il remonte en même temps que le marché. Donc, si ça redescend, tu risques d'être touché. Ça ne sera pas très grave, tu risques de ne pas gagner. Ce que tu avais... Sauf si, à ce moment-là, tu te mets à moyenner. Alors, voilà, là, tiens, alors, ça n'est plus une question que tu aurais pu me poser. Je vais te la poser tout de suite, donne-la-moi. Alors, je te dis la question, tu me la reposes. C'est quelle est, à ton avis, la meilleure qualité, la plus grande qualité d'un trader ?
Qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité? C'est pas le gars, il connaît tout et il voit Non, c'est tout et ça. Alors, Non, je t'écoute. je te laisse, arrête. C'est la gestion de ses risques. C'est-à-dire Ouais, mais au-delà de ça, la gestion des la risques, ça, c'est... capacité à s'arrêter. À accepter Ouais, sa perte. non, c'est plus que ça, c'est Moi- psychologique, l'aspect. Vas-y, J'ai déjà, Macram. alors, j'ai déjà entendu, je ne l'ai pas inventé, mais un grand trader, il gagne plus quand il a raison de quand il perd, en fait. La différence de Oui, son bah ça, ratio on est de d'accord. gain. Non, on est d'accord. Ça, c'est risk-reward. C'est tu dois te débrouiller pour avoir un stop et Alors, quel est le une secret? attente. etc. Mais C'est ça. ça. Si tu veux, c'est Le une secret. stratégie. Donne-nous le secret. Non, c'est pas un vrai secret, d'ailleurs, ce que je vais dire. Ah oui, bon, vous savez. C'est deux choses qui sont très proches. C'est la sérénité et la patience. Ah oui. C'est-à-dire que tu ne dois pas être stressé. Alors, les trucs évidents, oh bah ouais, il faut pas que les gosses tournent autour de... Tu es en train de faire du trading, tu as les gosses, tu as madame qui vient de dire il faut, y a les courses qui arrivent, il faut faire un truc et tout, tu as ton bureau à côté, là tu as le stress, tu as perdu beaucoup d'argent, tu as perdu beaucoup ce mois-ci, tu dois payer les comment ça s'appelle, les roues, les enjoliveurs de ta Porsche, il faut les payer, alors, erreur. Tout ce qui peut te stresser, en gros, plus pour s'aimer, Bien tout sûr. ce qui peut te stresser est très mauvais. Il faut que tu sois cool. Donc, évidemment, il ne faut pas surtrader. Overtrading, c'est une base. Mais tout ce qui va te mettre du stress, c'est pas bon. Il faut que tu sois là. Et à un moment donné, je disais même sur les réseaux, je disais, il faut apprendre à perdre. C'est-à-dire qu'avant d'essayer de gagner, il faut même volontairement perdre. C'est-à-dire que tu mets ton stop, tu le respectes, et presque à la limite, c'est mauvais, le signal s'est mal passé, mon stop était quand même loin, je le ramène et je me stoppe, terminé. J'ai perdu tout. Tu te formes. Donc, tu te payes pour te former, et ça, apprendre. Ce qui fait que t'es un peu comme les Indiens qui te disent le karma, etc. Enfin bon, tout ce qui est bien, c'est merveilleux, mais plutôt le reste, c'est plutôt pourri. La vie est plutôt... Bon, en gros, je traduis, parce qu'après, chacun peut c'est une philosophie. Bon, et chacun peut voir, il va me dire, ah non, c'est pas ça du tout. Bon, ok. Moi, je le vois comme ça, c'est que tout est mauvais. Donc, c'est plutôt, tu vas dire, plutôt, je vais perdre. Si je perds, c'est normal. C'est pas grave, je perds. Donc, tu te stresses pas, t'es plutôt... Et quand ça gagne, alors là, oui, il va falloir plus le gérer. Alors après, il y a plein de... Après, il ne faut pas se stresser quand tu pareil, gagnes aussi. Voilà, il ne faut pas stresser. Il faut que le montant soit faible. Suffisamment faible pour que tu dises... Il ne faut pas que tu t'intéresses au montant. Pas grave, moi, je... Large, comme elle fait Foresti. Large. Comme ça s'appelle, c'est pas grave, j'ai perdu. Je vais me refaire. Alors, surtout quand tu fais du scalping. Dans 10 minutes, dans 1 minute, dans 5 minutes, je vais avoir une autre occasion. Donc, je vais essayer de refaire. Hier soir, alors moi, j'aime bien aussi, c'est traiter les dernières... Alors, on me dit, ah non, je touche pas à ça, moi. D'accord, j'ai été un trader, je ne vais pas le citer, qui me disait, ah non, je touche pas à ça. Moi, ce que j'adore, enfin, là où ça me fait... J'aime bien, mais je traite petit. Mais l'aspect sportif, entre guillemets, du truc, trading, en fait. c'est le vendredi soir. C'est la dernière heure et le vendredi soir. Et là, c'est de la folie dans tous les sens, etc. Tu vois les gars qui manipulent, qui vont piéger. Donc, alors, il y avait une question que tu aurais pu me poser aussi. Donc, je te laisse pas parler. Mais j'ai même pas le temps de te poser des questions. Je sais pas ce qu'elle dit. Donc là, le plus amusant, c'est effectivement scalper sur le SPI dans la dernière heure. Et jusqu'à 21h48, 52, parce que j'essaye de situer quand les mecs ils vont commencer à envoyer et dans tous les sens, qu'ils vont essayer de manipuler. Tu les vois, bon, je vais pas dire le mot, et ils poussent dans un sens et tu sais que ça va être dans l'autre sens. Et puis alors, ils accélèrent vite. Ne rentre pas, André. Voilà, je veux acheter. Ça, c'est une super chandelle en 15 secondes ou en immédiat. Rentrez. Non, c'est un piège. N'y va pas. Et tu vois, ça se retourne, fait je le savais. Et là, tu vends. Et là, tu shortes.
Mais des fois, ils font le piège du piège du piège. Donc, ça arrive, tu te prends la claque quand même. Ah merde, c'était où là? J'ai pas compris. c'est ça. Mais c'est ça, ça c'est le plus sportif. Et hier soir, c'était un peu ça. J'ai reperdu les 3/4 de ce que j'avais gagné à un moment donné. Donc, je me suis refait derrière. Donc, on peut revenir. Il ne faut pas hésiter à couper. Il ne faut pas porter les pertes. C'est les classiques du trading. C'est être dans la tendance, couper court si ça perd et laisser porter si ça gagne. Alors après, tout ça, c'est facile en mots déjà. Mais déjà, il faut déjà savoir ça. Minimum, parce qu'on le sait tous, mais personne ne le respecte. La tendance. Tu n'étais pas dans la tendance, là. Tu étais à l'inverse. Ah oui, c'est vrai, ouais, d'accord. Bon, mais alors, si tu es à l'inverse de la tendance, viens pas pleurer si après ça gagne pas. Ah oui, mais ça a gagné tout à l'heure. Pareil comme quand tu moyennes. Ça gagne une fois, ça gagne 2 fois, ça gagne 3 fois. Pareil. Alors, j'entendais quelqu'un d'autre qui disait que sur tes interviews qu'il ne mettait pas de stop-loss. Jusqu'au jour, bam, ça déroule. Ou pareil, les options. Les options, c'est à la fois l'outil des osos et l'outil des grands experts. Tu as tous les osos qui vendent, qui shortent des primes. Ah, c'est facile la vie, facile la bourse. Bah ouais. Jusqu'au moment où ça s'inverse. Et là, tu as même les courtiers. Moi, j'étais sur le PIT option quand ça s'est créé sur le Matif. Le Matif, c'est pas le CAC, le gros truc en France, au Palais Brongniart. C'est les marchés de futurs, c'était le Matif, le marché à terme des instruments financiers de Paris. C'est le notionnel, c'est-à-dire c'est la dette française, les obligations, si tu veux. Donc, il y a un gisement de 4-5 obligations et ça traite un futur. Et après, on livre ou pas. Enfin, bon, si tu déboucles, si tu n'as pas débouclé ta position, tu es obligé de livrer. Donc, il y a une possibilité de livraison. Et avec la moins chère des OAT françaises. Bon, c'est l'équivalent du Bund, si tu veux, ou du T-Bonds. Alors, T-Bonds, c'est sur 30 ans. Nous, c'était, je dis pas de bêtises, 10 ans, 15 ans. J'ai un petit doute là. Oui, je pense que c'est plus court. Le Bund comme le notionnel, c'est plus court. Ouais. Le Bund, c'est 10 ans. C'est pareil, notionnel. Et à l'époque, le Bund, c'est amusant, le Bund allemand, donc les obligations allemandes. Alors, à l'époque, il y avait le mark, le franc, etc. Mais le Bund ne se traitait pas à Francfort. Ah ben non, ce serait trop simple. Il se traitait à Londres. Oui. Au life. Comme le France 40, le futur CAC 40 aujourd'hui. Le futur il se traite au life aussi. Il se traite au life. Il n'y a plus de crier, quoi. C'est-à-dire, moi, je te parlais aussi de la crier. C'est en électronique. Toi, tu as connu la crier. Quand c'est en électronique, tu ne sais pas trop où ça se traite. Oui, tout à fait. Mais toi, tu as connu la crier, du coup. Ah oui, j'ai connu la crier. Moi, j'ai commencé à la crier. Et comment ça se passait à la crier alors d'abord, je sortais de l'armée. Ouais. Je voulais faire l'ENA. Ouais. J'avais déjà fait la prépa, j'étais reparti à l'armée, je suis artilleur, donc je suis officier d'artillerie, je te disais ça tout à l'heure, et d'ailleurs l'artillerie revient un peu au bout du jour, artillerie nucléaire Pluton. C'est la petite artillerie qu'on n'a pas aujourd'hui, qui pourrait nous servir, mais c'est des petits pélos, mais qui sont la super artillerie ou de la petite nucléaire tactique. C'est fait deux fois Hiroshima. C'est pas beaucoup, deux fois Hiroshima. C'est déjà pas mal. Bon, si tu vises Moscou, ça va déjà quand même bousiller un peu. Bon, mais... c'est pas politique, mais c'est pour plaisanter. Ça se plaisante pas là-dessus, c'est de l'humour noir. D'accord, ok. Alors, revenons sur... Et donc, je sortais, l'ENA, ça va pas, je suis de la 3, je suis de la 3. Donc, pour ceux qui ont fait l'armée, ils savent que ça n'existe pas, les impairs. Si, moi, je suis tout seul. J'étais tout seul de la 3. Parce que de la 3, c'est l'effet PPOR. Bon, enfin, on passe, sinon je vais en parler. Bon. Et quand je suis sorti, ça tombait pas juste. Donc, avant de reprendre la prépa ENA et d'essayer de commencer après, je suis rentré chez Mescar-Troussel, qui cherchait des petites mains à l'époque. Le Matif, donc le marché à terme des instruments financiers de Paris, c'est-à-dire les futurs. À l'époque, on était juste derrière CBOT, Chicago Board of Trade, donc le T-Bonds dont je te parlais tout à l'heure, et le Life également. On tirait la bourre avec le Life et le notionnel, etc. Bon, ok. Et donc, non, c'était très important. Et là, ils avaient besoin de beaucoup de petites mains. Donc, pour faire le back-office, pour faire fichiste, pour faire flasher, pour faire commis, pour faire boxman, pour faire trader. Et donc, évidemment, j'ai passé tout ça à la vitesse éclair. Alors aujourd'hui, c'était bien.
Tout le monde tenait pas. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Pour moi, ça n'a pas été difficile. Toi, c'était une belle époque. Ah ouais, j'étais jeune. Donc, il n'y avait pas d'électronique. Je t'enverrai une photo, tu verras peut-être en même temps que je Tu discute. m'enverras une photo, Une photo où on me voit sur le pit, au box, etc. J'avais une bonne gueule, j'étais plus maigre, etc. Bon, c'était sympa. Et elle a crié. Bon, et elle a crié, ben tu cries, etc. Et comme moi, j'ai commencé d'abord au back-office. Parce que tu as une bonne voix. T'as remarqué? Ouais. Et donc. Mais du coup, comment ça se passe à crier? Alors, 2 secondes. J'étais au back-office, ensuite je suis passé fichiste. Donc, fichiste, c'est ceux qui traitent les fiches parce que pour valider les ordres, il y avait besoin de. Mathif et ça avait besoin d'horodater des fiches, etc., de tout ce qui se traitait entre les commis et le box et commis. Bon. Là, ensuite, je suis passé flasher. Flasher, c'est celui qui se met à côté du box. Le box, il a les téléphones. Il dit « Vends 10 !» Alors, la charge, ou l'agent de change, ou le broker lui dit « Vends 10 à 100, achète 1000 à 30. » Bon, et puis de l'autre côté, il y a une ligne privée pour les clients qui est un peu privilégiée, qui payent un peu plus, etc., qui peuvent passer l'ordre plus rapidement. Donc, tu jongles, etc. Et puis, quand tu dois passer l'ordre, tu es là, « Vends 10 à figure !» etc., par exemple. Bon, ça rappelle la bonne époque. Moi, j'adorais. Et donc, au début, tu as le flasher, tu dis, vendis ça. Alors, là, le flasher, il passe les ordres, vend 100 par exemple la figure, et en face, tu as le pit, Ouais. tu as un commis qui est face aux autres commis, ça gueule dans tous les sens, et à côté de lui, il a un autre flasher qui réceptionne l'ordre. Il dit, vendis ça, vend 100 à figure par exemple, ou vend 100 à 2, ou quoi, etc. Ils lui disent ce que le box lui dit. Alors, soit c'est le boxman qui va directement, soit c'est le flasher. Donc moi, j'ai fait flasher des deux côtés. Et ensuite, j'ai fait aussi runner. Le runner, c'est que derrière, le gars, il court avec la fiche. C'est-à-dire que le boxman, il dit, vend 100 à figure, tiens, tu le dis, et puis tu le portes. Donc il part, et puis ensuite, il court pour le porter. Donc il porte comme ça. Le commis reprend, alors 10 à Pinaton, 5 à Vendôme, 3 à Crédit Lyonnais, etc. Donc il y a plein de signes. Il y a plein de signes. Donc, Crédit Lyonnais, il y en a plein, je les ai plus, etc. Et puis, tu as des stars sur le pit, etc. Donc, moi, j'ai fait d'abord flasher, runner. Ensuite, je suis passé commis à la criée. Et donc, comme tu as vu que j'avais une petite voix et que je ne parle pas beaucoup, alors parle pas beaucoup, mais la petite voix, c'est, on disait toujours Dédé, moins fort Dédé. Même les mecs qui étaient sur le pit, ils avaient la tête comme ça, etc. Et en plus, je ne sais pas compter. Ah, oui, dans le sens de tête. Donc, moi, c'était simple. Dédé! Dans le box, il gueulait. Des fois, moi, ça m'est arrivé aussi, quand j'étais au box, de gueuler les ordres directement. C'est dangereux parce que tous les autres commis entendent. Donc, quand ce n'est pas un ordre important, c'est pas grave. Mais quand c'est un ordre important, les autres commis peuvent squeezer. Ce qu'on sait maintenant sur le carnet d'ordre et qu'on voyait, mais là, on le vivait en réel, si tu veux. C'est-à-dire que, par exemple, on voit Finaccord qui vend 1000 à 100, et à 0,2, par exemple, il n'y en a que 10 qui sont demandés. Donc, Finaccord, tu les as! Poum! Tout de suite. Alors, évidemment, des fois, ça se finissait dans la cour derrière ou à la cafette. Salaud, tu m'as squeezé, tout ça. Attends. Bah oui, le client... Normalement, quand on squeeze, on le fait pour le compte commis, le 0049. Ce que beaucoup de gens qui ont été commis savent, le 0049, c'est le compte erreur. Oui. En réalité, c'est le compte pile des commis pour les grattes. Les grattes, c'est-à-dire les bonus de fin d'année. Il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, on avait 20, 25, 30 fois son mois de salaire payé en fin d'année comme bonus. Ah, évidemment, et ça jouait sur le spiel, etc. Sur ce qu'on t'as gagné, ouais, t'es con, tu m'as bouillé le compte erreur, on va rien avoir cette année, etc. Bon, ça, c'est des engueulades sans arrêt entre commis, etc. Et donc après, j'étais commis, et là, ça gueulait, et là, ça. Intéressant, petit point intéressant, c'est que quand tu, arrives la première fois sur le pit, tu n'entends rien. C'est un brouhaha terrible, tu vois rien, t'entends rien. C'est comme partout, quoi, une habitude, il faut que tu... Et après, tu entends, au fur et à mesure, ça vient, et tu peux passer les ordres de manière cohérente. Mais au début, tu n'entends rien. C'est-à-dire, c'est un bois. Mais pourquoi tu les vends pas? Alors derrière, tu as le commis, tu as le boxman qui gueule auprès du flasher, qui gueule sur toi, tu as le client qui gueule auprès du boxman, et derrière, mais pourquoi c'est pas fait? Et c'est une vie trépidante. Moi, j'ai bien aimé, je n'ai pas ressenti ce stress, c'est relativement cool. Et puis quand on me passait un ordre, mais pourquoi c'est pas vendu? C'est demandé comme ça, tu devrais les avoir déjà vendus, les 100. Ben non.
J'en ai 100 à 0,2. Par exemple, je reprends mon exemple. 100 à 0,2. Oui, Dédé, donnez-moi. Non, combien de temps prend 10. Oui, 10, oui. 7, non. 7, non, c'est pas rond. 20, oui, 20, c'est bon. 10, 20. Après, tu vas trop vite. Tu prends ton temps. Tu vas pas trop vite. Ouais, les autres, c'est en train de décaler. Bah oui, je vais vendre plus bas encore. C'est pas grave. Et donc, bouffe, ça passait avec ça. Mais moi, j'avais tous les chiffres impairs, machin, pour pas me tromper, pour pas avoir de colle. Non. 7, bon, non, c'est 3, non, n'importe quoi. 100, 100, c'est bien, là, oui, tu les as. Boum. Il y a des erreurs, non? Parce que tu voyais celui avec qui tu Alors, négociais, t'as les erreurs. tu fais comment? T'as plein de... Alors ça, c'est l'habitude, justement. Tu entends bien ce qu'ils Parce que font. s'il y en a un Alors, qui fait une opération et l'autre n'est pas comment ça d'accord. se passe? Globalement, tu as un certain nombre de commis, plus les NIP. Après, les NIP, c'est les négociateurs individuels parquet qui traitent pour leur propre compte. D'accord? Avec qui tu peux... Alors ça, c'est pas politiquement autorisé. Un peu plus sympa parce que c'est leur propre compte perso. C'est pas la société. Donc, en plus, tu les connais. Bon, il y avait pire que ça. Bon, je vais le dire aussi, même à la caméra, c'est qu'il y en a qui jouaient au rami ou à la belote à la cafette, et quand ils avaient perdu de l'argent, ils le redonnaient sur le pit. C'est-à-dire qu'ils servaient plus facilement celui-là pour payer ses dettes qu'il avait au poker. Mais ça arrivait très rarement. Mais parce que sinon, c'est pas possible. Ça gueule les autres. Pourquoi tu as? Bah oui, parce qu'il a perdu. D'accord, ok. Mais une fois, ça va, mais pas deux. Donc, ça se passait pas comme ça. Et donc, je sais plus. Donc, il y avait des erreurs, en fait. Alors, il y avait des... Oui. Oral. D'abord, tu t'habitues à écouter et à entendre et à voir les gens. Ouais. Ensuite, t'as un peu... Est-ce que vous êtes nombreux déjà? Ah ouais. On était... Est-ce que tout le monde peut se connaître? J'ai pas le 50, chiffre exact. 100, 200, 1000 Non. Le CME, moi j'ai vu, apparemment il y a 9000 personnes sur le CME à l'époque. CMI, tu m'excuseras. CMI, sorry baby. Moi aussi je l'ai vu, le CMI, j'ai vu, d'ailleurs j'avais plus rien. Je suis allé même sur le pit, pas du CMI, le pit à New York. Je suis descendu dessus, etc. J'étais en short, etc. Les mecs m'ont dit, oh, il y avait les gars qui filmaient, tout ça, je me suis fait éjecter complètement. Il n'y avait pas la cravate, rien. Bon, j'étais en vacances. Et j'avais réussi à avoir, c'était Euronext qui m'avait réussi à m'avoir une place pour rentrer. Donc, je suis rentré avec les enfants, le temps, photographie, tout, les mecs, ils m'ont sorti tout de suite. Bon, et donc là, vous étiez 150 à peu près? Voilà, 150, 200, voilà, à peu près. Pas plus, pas beaucoup moins. Donc, vous arriviez à vous connaître tous au bout d'un moment quand tu as 150 personnes devant toi? Oui, mais d'abord, tu as tes têtes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui tu t'entends bien. C'est pas parce que tu t'entends bien, mais c'est parce que c'est cool. Tu dis, on se comprend bien. Il n'y a jamais d'erreur avec lui. On se comprend bien. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Avec lui, il y en a tout le temps. Alors, il y avait des fois des erreurs et il y a des caméras. Il y a des caméras et à la fin, alors on ne peut pas tout arrêter quand il y a une erreur. Donc c'est à la fin, à 17h, alors ça a évolué les horaires, donc 16h, 17h, 17h30, il y avait ce qu'on appelle un comité de parquet. Donc les deux commis, mais moi je te l'ai donné, mais non je l'ai donné à Paul, machin, et toi mais quand tu m'as fait le signe à moi, parce que évidemment de très loin, de l'autre côté du pit, tu les as, c'est lui ou moi. Alors des fois avec les commis, il y a des confirmations. C'est bon? Alors l'autre il fait ça, d'accord, c'est bon. Si l'autre il voit qu'il fait ça, non, l'autre à côté, ah d'accord, ok. Donc et ça peut gueuler. Et alors évidemment, il y a plus d'erreurs bizarrement quand le truc est très chaud. Et quand ils les veulent tous les deux, c'est moi, c'est sûr. Ah non, c'est pas lui, c'est l'autre. Ah c'est moi qui l'ai eu, c'est moi qui l'ai pris. Toi tu t'en souvenais pas? Tu peux pas t'en souvenir. Si tu fais une opération à 9h30, tu t'en souviens pas, donc c'est 17h30, sur la fiche que tu as amenée tout à l'heure que je t'ai dit que t'amène le flasher ou runner, c'est qu'il court, hop, il t'amène la fiche, tu fais 10 avec le 233, avec Vendôme, 50 avec machin. Tous les numéros. Oui, tu as tous ces numéros. Moi, j'ai gardé ma plaque. Ma plaque notionnelle et ma plaque Pibor aussi. Donc, j'ai la bleue, la rouge. Tu peux la voir sur mon site, etc. Où tu me vois des fois. Des fois, sur les salons, sur la couverture, tu me vois. Oui, je me suis mis. Et là, amusant, quoi. On tortille un peu du cul, comme on dit. Et on se montre un peu. Bon, voilà, oui. Et il est professeur à Dauphine. En plus. Alors, non, mais c'est le langage que j'emploie qui est quand même... Bon, faire attention. Bon, tu parles comme un jeune. Donc, et alors, il y avait des erreurs. Et donc, les fiches, le redatage. Alors, le redatage, une fois que c'est redaté, qu'il y a derrière un back-office, tout de suite sur place, qui redate et qui va voir l'autre contrepartie, qui a un box,
etc. Il y a tous les box, il y a le pit avec des escaliers, etc. Et tout le monde est là. Bon, Ouais. et tu as les box devant, ce sont les plus gros, nous on était devant, et ça. Donc, et on envoie, alors, on a même 2 box, on a le box pour passer les ordres, et puis le box du back-office derrière, et ils envoient et disent, ah tiens, ton commis nous a vendu ou nous a acheté tel truc, etc. à l'autre. Et donc, il y avait un échange de fiches, parce qu'il y a une fiche que tu déchirais, que tu leur donnais, toi tu gardais la fiche de l'autre, etc. Enfin, c'était le vendeur ou l'acheteur qui faisait, qui faisait les fiches, enfin, à un moment donné, sur un moment. Ça. Et donc, si ça se passe... Ah non, nous, on n'a pas ça. Ah non, on n'a pas ça. Donc, tout de suite, on savait assez rapidement. Et donc, ça revenait au commis. T'as vendu un machin, mais non, ils sont pas d'accord. Et ça, quoi ? Merde, on est collé et tout. Alors, si le marché a bien bougé dans le bon sens, normalement, là, il te dit, il n'y a pas d'erreur. Il te dit, il n'y a pas d'erreur, là, souvent. Il faut que le back-office, il soit roublard aussi, hein, parce que tu as le back-office, ils sont un peu... Ils voient les chiffres, eux ? Oui, ils peuvent voir les chiffres, mais comme des fois ils bossent, c'est laborieux, donc ils regardent pas. Donc tac, 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 ça va très vite. Quand il y a un crack, il y a eu des cracks. Parce que moi en 87, j'étais sur le pit. C'était sur le pit en 87. Sur le pit. Et donc tu as limit down, 2 fois limit down. Limit down, donc on arrête. On appelle tout le monde. Est-ce que vous avez un appel de marge ? Est-ce que vous êtes là, etc. Si c'est pas appel de marge, on déboucle les positions tout de suite à la réouverture derrière. Pour pas... Et puis alors, on a fait limit down, boum. C'est-à-dire si ça baissait de, je sais 5%, plus, non ? 5%, ouais, je me souviens plus. Ouais. Ça a bougé, ça changeait, c'est en relation avec la volatilité aussi du marché. D'accord. Donc ça peut bouger. Et puis donc, boum, limit down, ça reprend. Boum, limit down à nouveau. Pas tout de suite, mais pratiquement tout de suite. Et derrière, limit up. Boum, ça remonte et... Là, tu as intérêt, les fichistes, les back-office, ils ont intérêt à marquer. Puis les commis, à pas dire de conneries. Attends, je t'ai les donné. Ah, mais non, je te l'ai donné. Et donc, il y a les caméras qui permettent de... Ça arrive, mais... Il n'y a jamais eu... Il y a eu des... Ouais, à un moment donné... Quelle est l'histoire la plus folle que tu as vue là-dessus ? Ou la pire, ou la meilleure ? Non, c'est des pratiques que j'ai vues. Les pires, c'est ce que je t'ai dit, c'est qu'ils jouaient un peu les points antiques qu'ils avaient perdus, ouais. L'argent qu'ils avaient perdu à la cafette, ils rejouaient. Bon, c'était assez rare, etc. Non, j'ai vu, alors je ne vais pas dire les noms parce que après, ça peut être attaquable, diffamation, je n'ai pas la possibilité de le prouver, mais je l'ai vu. En tout cas, bon, on l'a compris comme ça. Certaines grosses équipes qui, à certains moments, se mettaient ou à acheter ou à vendre le marché. Donc, il passait l'ordre. À manipuler ? Oui. Ouais. Alors, il disait, achète, toc, achète, il achète. Ah, machin. Là, j'allais dire non. Et au box, c'est là, machin est en train d'acheter, ils achètent comme des folies. Ah bon, mais ils sont fous, quoi. Ouais, là, ils achètent, là, ils en payent 100, 200, 1000. Ah, ils en ramassent 1000. Ah, les clients, ils écoutent, parce qu'à la charge, nous, c'était Mescar Troussel, donc c'est une charge, mais un broker, etc. Tu as tous les micros, tu as tous les clients, etc., qui entendent. Puisqu'ensuite, je suis passé de commis boxman à la charge. L'objectif étant d'être à la table. Ce qu'on disait être à la table, c'était le lieu sain, quoi, le paradis. C'est pas le pit. Hein. Pit, c'était plus des contrats, c'était plus amusant, etc. Bon, et tu as tous les clients, ils entendent « Ah, machin, achète !» Et puis ils voient sur Reuters, ça décale. « Achète, toi aussi, merde, coupe-moi ma position, achète !» Et tous les mecs se mettent à pas acheter. Donc, eux, ils continuent. Tous les mecs se mettent dans le sillage, ils achètent tous, tout le monde se met à acheter, etc. Le marché monte. Ça, c'est la théorie. Et eux, ils y arrivaient à le faire en pratique. C'est pas toujours évident aussi de le faire. Il y a un risque quand même. Tu achètes et puis ça bouge pas, etc. J'ai raconté une autre anecdote tout à l'heure, qui voulait pas que ça bouge. Tu vends, t'empêches que le marché remonte. Un client japonais qui disait à son boxman, tu vends, tu empêches le marché de monter. Pom. D'accord. Et à un moment donné, y a plus, j'ai plus rien. Le marché, donc déchiré complètement le gars. Il ne faut pas aller contre le marché, c'est une base. Mais moi, je l'ai vécu en direct. Et là, les gars, donc ils achetaient, ça montait. Et à un moment donné, ils réduisent. Et à un moment donné, ils s'arrêtent. Mais tout le monde ne le voit pas. Donc est-ce que sur le pit. Tu sens pas immédiatement. Toi, t'es là. Il y a moins de bruit, il y a moins d'acheteurs. Alors, si tu as vraiment l'oreille, je te rappelle que ça dépend. Tu n'es pas serein, tu n'es pas tranquille, tu es en train de gueuler. C'est passé, c'est pas passé. Tu as les clients qui gueulent, tu as la table qui gueule, tu as les ordres qui sont mal passés et qui. Mais vous avez bien fait ça. Attends, je sais pas, que c'est ce connerie, j'en sais rien. Il y a beaucoup de bruit. Mais il y a un bruit, donc le double top, tu le vois pas. Ah non, tu vois rien.
Tu vois l'entends, rien. le double top. C'est en gros. pourtant là que j'ai commencé à faire de l'analyse technique et que j'avais tous les NIP qui venaient me voir parce que tu as des moments où tu es plus tranquille. Ouais. Et puis, tu pouvais faire le tic par tic, tu pouvais faire les vagues d'Elliott, etc. Bon, tu me disais, qu'est-ce que je pensais à l'analyse technique? Avant ça, Ouais. de la merde. Voilà. Après après, t'as ça, commencé. j'ai vu que ça marchait. Ouais. Elliott, de la merde. Et après, quand on sait que je suis un C'est un éliotiste. des meilleurs Elliotistes français, Mm. je ne l'ai pas dit fort. Mm. Il n'y en a pas tellement des Elliotistes. Moi, j'ai des théories, j'ai amené des choses, des nouveautés sur l'Elliott. Enfin, que je pense, en tout cas. J'ai la prétention de penser ça. Bon, etc. Mais à l'époque, je pensais que non. Donc, j'ai certains, d'ailleurs, anciens boxman qui me viennent me voir. Laurent, par exemple, il se souviendra, qui était chez Sherson Lehman. À l'époque, il était encore en bourse. Et puis après, Drexel, il a été. Voilà, et puis Deutsche Bank. Et ça, c'est des box qui étaient sur le pit. Et donc, il a changé. Et ça, il me dit, alors, Dédé, il vient des fois au salon, il me fait, alors, Elliott, je peux le dire à tout le monde que tu disais que c'était de la merde. C'est lui qui m'a initié à Elliott à l'époque. Et bon, je pense, il ne faut pas non plus considérer n'importe quelle technique ou méthode d'analyse technique comme la panacée. C'est simplement un certain nombre d'éléments, et puis il y en a qui sont bien adaptés pour certaines personnes et d'autres pas. Donc, et ça marche dans certaines conditions et pas tout le temps. Et imaginez que ça marche tout le temps. J'entendais des elliotistes à certaines époques qui disaient Elliott, ça marche tout le temps. Ah non, ça marche pas tout le temps. Si tu as les deux tours qui sont plombés, ou si tu as Saddam Hussein plutôt sur Pete qui masse ses troupes à la frontière avec le Koweït, ça marche plus. On redistribue les cartes. Mais il y a un certain cycle, modélisation du comportement avec la vague 1, c'est les initiés, et ils reprennent après tout leur fond, etc. La vague 3, qui est la vague 2 qui corrige. La vague 3, c'est tous les suiveurs, donc surtout les analystes techniques qui ont suivi, c'est là qu'ils rentrent. La première vague, c'est Buffett. C'est Warren Buffett qui rentre. Il a des raisons, il manipule, il fait ce qu'il veut, mais c'est là qu'il rentre. Toi, tu rentres pas là. C'est très difficile. Il y a des manières de faire, mais ça dépend aussi sur quel cadre de temps tu regardes. Tu as la vague 1, tu peux y rentrer, mais ça dépend. C'est la vague 1 très très petite, tu peux pas. Et c'est très difficile parce qu'au début, d'ailleurs, au début du retournement, tout le monde pense que c'est simplement une vague de correction. De correction à la hausse, c'est-à-dire le marché baisse et ça retrace. Ça retrace. Avant de redescendre. Avant de repartir. Donc là, cette vague 1, à ce moment-là, ils pensent ah non, c'est baissier, c'est juste un retracement, ça repartira. Et là, ils se mettent tous à revendre. C'est pour ça que la vague 2 est très importante et qu'elle corrige beaucoup la vague 1, normalement. La vague 3, c'est tous les suiveurs, les gaps, le volume, tout ça. Tout le mec fait ah mais non, finalement, c'est haussier. Mais amusant. Mais donc, du coup, ça, tu t'es mis à l'analyse technique à ce moment-là. Voilà. Mais tu sentais sur le marché quand il y avait des moments importants. Alors, non, quand ils manipulaient, là, on ne le sentait pas. Il fallait faire très attention, surtout que tu es pris dans la folie, parce que comme ils ont balancé, et c'était bien fait, cette équipe-là, dont je tairai le nom, etc., il savait bien le faire, il fait doucement. Des fois même, il s'autorisait à rejeter un petit peu encore. Tu as les mecs, non, ils sont toujours là, j'allais le dire son nom. Oui, ils achètent encore, je crois, je vous assure, parce que tu passes les ordres, tu es pris dans le maelstrom. Par exemple, un truc amusant, on entend les chiffres, alors les chiffres américains, les chiffres français, ça sert à rien. Non, c'est pour ceux qui pensent que l'analyse fondamentale, c'est important. Quand tu dis les chiffres, c'est les statistiques. Donc les chiffres, oui, par exemple le PPI, le CPI, etc. À 14h30, tu les entends tomber. T'es pas devant tu les entends tomber. Comment ça ? À 14h28, 29, plus rien. Tout le monde, les boxeurs, ça fait, tout le monde se tait. T'as plus rien. T'avais du bruit avant, un bruit, 14h30, le chiffre tombe, pam, t'as les premiers ordres qui passent. Il y a machin qui vend, achète-toi, qu'est-ce que tu fais, putain. Bon. Ça, c'était les algos de l'époque, quoi. Oui, c'est-à-dire que le boxman, il doit illustrer le marché en fonction de ce que lui dit le flasher, parce que le flasher, il lui dit il passe les ordres et en même temps, il lui dit ce qui se passe sur le marché. Il voit tout, etc. Et le plus gros gain que tu as vu, c'est quoi plus gros gain en quelques minutes, quelques heures, ou 2-3 jours Est-ce qu'il y a un truc qui t'a impressionné il faudrait réfléchir. Comme ça, là, subitement, non. J'ai vu des gros ordres passer, et ça, c'est l'erreur à ne pas faire, c'est le faire en signe. C'est-à-dire en signe. signe, par exemple, donc, les quantités touchent le corps. D'accord. Et les prix ne touchent pas le corps. Donc, et donc on le fait dans le sens.
Ok. Normalement, il faut faire, alors je me souviens, j'ai perdu les trucs, si tu fais la quantité, tu vends la quantité, alors les unités, Ouais. les dizaines, les centaines, les milliers. C'est ça. Et donc, tu le fais dans le sens. Donc, par exemple, tu dis 100 à figure, par exemple, c'est ça que ça... Ou 100 à 2, par exemple, tu le vends. Voilà, tu es flasher ou tu es boxman. C'est quand même longtemps que je n'ai pas fait. Ça, je remonte à Ça a pas changé. 87. Ça a pas changé. C'était en 87. Matif, qui a été créé par un socialiste, puisque c'est Bérégovoy. Donc, c'est amusant de voir que là, tu vis le capitalisme réel. Et il n'y a pas de combine. Ou très peu de combines. Il n'y a pas de délit, surtout que c'est un marché indiciel. Donc les taux, donc il y a pas de comment ça s'appelle de délit d'initié possible, etc. C'est impossible. Donc, mais tu peux un peu manipuler tes ordres, tu peux t'appuyer, etc. Tu peux faire la combine, monter, que je t'ai dit, et baisser, et puis revendre. Oui, Ouais. mais globalement, tout se paye tout de suite. Bien ou mauvais, ça va très très vite. Je ne sais plus ce que je disais. T'as vu des gros ordres. Alors, le gros ordre, oui, c'est ça. C'est l'erreur à pas faire, c'est les milliers. C'est quand tu arrives aux milliers, et quand tu fais, il y a un ordre, un signe qu'on ne fait jamais, c'est ça. Ça, c'est je vends 10 000. 10 000 sur le Matif, c'est énorme. Ouais. Et ça, une fois, Vendôme l'a fait. Et qu'est-ce que je veux dire, on l'a squeezé, on a essayé de le squeezer, on a essayé de le... Ah oui, c'est une interprétation, tu vois, c'est un peu comme le carnet d'ordre, mais que tu vois avant qu'il arrive sur le pitch. C'est trop de volume, en fait. Quoi ? Ils arrivent avec trop de volume d'un coup. Oui, ils auraient dû passer... mais ça écrase le marché. Ouais, il faut splitter l'ordre, en fait. Oui, où ils essayent d'aller chercher un stop-loss. Ils savent qu'ils ont un autre ordre d'un client qui est plus bas, donc ils vont essayer de le pousser. Ou ils savent que le stop-loss, les stops d'invalidation sont à un tel niveau, donc ils essayent de pousser. Des fois, ils savent pas. Des fois, c'est un mix de différents tons. Donc, pour essayer de comment ça s'appelle, de contester et de dire que c'est manipulé, c'est très compliqué quand même, le truc. Mais... voilà, c'était donc 10 000, vend 10 000. Ouais, c'était une. Mais le marché bougeait déjà énormément. Ouais, c'est sûr. C'était de la folie. Ok, on arrive à la fin de cette interview. Je vais te laisser le mot de la fin. Donc nous, on peut te retrouver sur ces fameux salons. Qu'est-ce que tu aurais, toi, si tu devais donner 2 ou 3 conseils à une personne qui a envie de faire du trading, puisque du coup, le salon, tu nous as dit que ça ne gagnait pas d'argent, mais du coup, c'est une passion, puisqu'on sent bien depuis le début de cette interview que tu es passionné par les marchés. Ça permet de faire d'autres choses. Oui, puis tu es passionné par les marchés. Oui, voilà, bien sûr. Voilà, ça se sent, on se connaît depuis maintenant quelques temps. Pareil Dauphine, hein, ça rapporte que dalle. Voilà, mais c'est plus partagé et ça t'oblige aussi à réfléchir aux méthodes, c'est-à-dire à mieux analyser, à intellectualiser tes méthodes pour les expliquer. Pourquoi tu rentres, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça marche, et donc ça t'oblige. Parce que tout fonctionne un peu. Alors bien sûr, il y a une partie d'aléatoire, il y a une partie n'importe quoi, mais il y a certains moments de probabilité, mais il y a certains moments où il y a l'univers est moins chaotique qu'à certains moments. C'est-à-dire il y a un fait générateur qui pousse le marché dans un sens. Donc le marché est moins chaotique. Des fois, il n'y a rien. D'ailleurs, souvent, je dis l'analyse fondamentale est contredite par l'analyse technique. Non, plus il y a d'analyse fondamentale, plus l'analyse technique est facile. Parce que si l'analyse fondamentale, c'est qu'il y a des raisons, des vraies raisons, différentes raisons, et ça fonctionne, l'analyse technique qui réessaye de, pas simplement l'étude des graphiques, etc. L'étude des graphiques, c'est l'étude du comportement des intervenants boursiers. Et ce comportement est plus facilement illustré sur le graphique si c'est clair, s'ils ont une idée. S'ils n'ont pas d'idée, ça part dans tous les sens, c'est très erratique. Je me souviens d'ailleurs que les gars du 2e étage chez Mescart, ils descendaient. Et Dédé, qu'est-ce que tu penses du marché ? Ils ne savaient plus. L'analyse fondamentale, les grosses têtes. Et que tu penses de quoi du marché ? Là, ça va monter. Mais s'il n'y a pas d'idée, si eux n'ont pas d'idée, souvent, tu n'as pas d'idée. Il n'y a rien, c'est erratique. Les deux fonctionnent en même temps. Ça part pas. Par contre, des fois, ils peuvent ne pas avoir repéré une bonne idée. Donc, tu dis, et donc ensuite, dans leur papier, ça c'est un truc, ils combinaient pour trouver la raison pour laquelle ça devait monter. C'était, ça doit monter, d'accord, ok, c'est en train de monter, ok. Donc, ils cherchaient... l'analyse fondamentale, c'est pas ça. L'analyse fondamentale, c'est, voilà, il y a ça, donc ça devrait faire monter le marché. Non, ça monte, donc quelle est la raison ? C'est parce que... et donc, ils trouvent un truc après coup. Donc, les 2 éventuels conseils qu'on pourrait donner
avec ton expérience, à des personnes qui font du trading ou qui... Je te l'ai dit tout à l'heure, la patience et sérénité. Ouais, patience et sérénité. Et donc, tout ça, ça se décline de différentes manières. C'est-à-dire, alors, des choses qu'on dit souvent, c'est intervenir avec de l'argent, comment ça s'appelle, Dont on n'a pas besoin. Dont on n'a pas vraiment besoin, parce que ça va rajouter du stress. Ouais. Également, pourtant, les marchés où on gagne le plus, c'est... J'ai entendu cette formule, et pourtant c'est un peu vrai, c'est quand on traite avec de l'argent qui ne vous appartient pas. Oui. C'est-à-dire avec des effets de levier, etc. Mais il faut quand même, c'est pas parce qu'il y a un effet de levier, au-delà de 10, c'est mortel. 10, c'est mortel. Après, ça devient mortel. Pire, 400, 200, on ne parle même plus. C'est sûr. Oui. D'ailleurs, les courtiers se mettent en face. Ils font du dealing desk. Ouais. Ils font du dealing desk, c'est-à-dire ils te servent, ils se mettent en face. Il faut avoir des grosses poches parce que le mec, il peut gagner quand même un peu pendant un moment. Mais au bout d'un moment, il va perdre. S'il est à 100, plus que 10, 15, c'est... 10, c'est un peu court, mais on peut 15, 20, mais 20, c'est fini. C'est de la folie déjà. Donc, patience et sérénité. Voilà, patience, sérénité, jouer avec de l'argent, alors donc avoir des stop-loss rapides, etc., diversifier, enfin voilà, et apprendre, c'est-à-dire s'entraîner sur le paper trading. Donc le paper trading, mais c'est pas pareil que le trading, bien sûr, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui perdait en paper trading qui puisse gagner en réel. Oui. L'inverse est vrai, c'est-à-dire que tu gagnes en paper trading. Et tu peux perdre en réel. Et en réel, tu perds parce qu'il y a trop d'émotions, trop de psychologique, tu fais des bêtises, etc. Donc il faut t'entraîner. C'est pour ça qu'en paper trading, le truc, c'est te mettre une pression de malade. C'est-à-dire que si tu fais de la simu, si on veut, dans les trading desks, il y a simu, en démo, en paper trading, à blanc, tu l'appelles comme tu veux, c'est pareil, tout ça. Il faut que tu te mettes une pression de folie. Plus tu te mets l'impression, plus ce sera proche de la réalité. Et alors, comment te mettre une pression de folie? C'est de parler de tes positions. Oui. D'ailleurs, en réel, par contre, l'inverse, c'est ne parle pas de tes positions. Le mec, il commence à dire « Ah, mais j'ai bien gagné là, j'ai gagné, c'est ça. » Ou il ne traite pas, ou il va se casser la gueule très prochainement. Excès de confiance. Et alors, encore pire, c'est quand il te dit alors c'est plutôt, ça peut être vrai des fois, hein, et il te dit j'ai bien gagné, t'es sûr que le mec c'est fini, il va mourir. On me dit j'ai un trader, c'est folie et tout ça, chaque fois il touche c'est comme Midas, tout ce qu'il touche ça devient de l'or. D'accord, ok, t'es sûr que dans une semaine ou 15 jours il est mort, mec. Il est fini. Il est fini. Ça arrive souvent, donc très modeste. Et pour toi, mais également vis-à-vis du reste. Donc, en réel. Par contre, justement, en simu, il faut que tu te mettes la pression à mort. Et plus tu as la pression, plus tu seras proche de la réalité. Alors après, quand on passe de la simu à la réalité, c'est encore autre chose. Il faut commencer très, 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 très bas avec très petits ordres. Presque, tu payes pour apprendre. Donc, tu payes des professeurs, tu payes des leçons. Là, tu payes. Quand tu perds, tu apprends. Et toi, tu en tirais une analyse. Ouais. Et... On tire des leçons. Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas André pour être venu et pour cette interview. Et c'était riche d'enseignements. Et on se reverra au salon. On se retrouve en mois de mars. Les duels de trading au mois de mars, le 28 mars. Exactement. Au pied de la Tour Eiffel. Voilà, donc, tout le monde peut y aller. www.salonat.com. L'entrée est totalement gratuite. Voilà. Inscrivez-vous sur le site internet. Voilà. Et si vous voulez faire les duels de trading, c'est gratuit aussi, mais il faut 50 000, parce que souvent j'ai des gens qui m'appellent je vais faire les duels de trading. Oui, mais il faut que tu aies 50 000. Ah non, mais là je peux pas, je croyais que c'était de la simu. Non, c'est pas de la simu, c'est de la réalité. Et donc tu risques de perdre, vous gagnez, et tant mieux. Là, on mettra le lien de l'inscription au salon dans tous les cas, dans la vidéo. Et puis on te remercie pour C'était un plaisir. Pour cette interview. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.